8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Sa Majesté le Roi adresse un message de félicitations aux membres du club de la Renaissance sportive de Berkane. La formation marocaine qui vient de remporter la Coupe de la Confédération africaine de football. Un troisième sacre continental qui hisse le Maroc sur le toit de l'Afrique. À Rabat, son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, préside la cérémonie de célébration du 30e anniversaire de l'Observatoire. Une consécration de 3 décennies d'action de l'ONDE en faveur du bien-être de l'enfant et de son plein épanouissement social et culturel. Puis cap sur Fès où s'est clôturée hier la 28e édition du Festival des musiques sacrées. Un spectacle enivrant qui a enchanté l'auditoire de Bab Makina de poèmes et chants africains portés par des artistes du Ghana, du Mali et du Maroc. Bonsoir. À la une de cette édition, la Renaissance sportive de Berkane écrit une nouvelle ligne à son palmarès africain. Le club marocain s'est offert cet après-midi à Zanzibar la Coupe de la CAF en tenant en échec les Tanzaniens de la Simba SC sur un score de 1 but partout. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations aux membres du club de la Renaissance sportive de Berkane. Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime sa fierté pour ce sacre africain. Je cite, le 3e du genre pour votre brillant club, à travers lequel vous avez réaffirmé que votre équipe demeure un exemple de professionnalisme, empreinte d'un esprit sportif et d'une haute compétitivité et qui veille à accompagner les réalisations continentales de nos clubs d'élite et à contribuer au rayonnement continu du football marocain tant à l'échelle continentale qu'internationale. Saluant l'esprit de patriotisme des membres du club de la Renaissance sportive de Berkane, leur honorable performance sportive et leurs efforts pour porter toujours très haut les couleurs nationales, le souverain leur souhaite plein succès dans leur carrière footballistique afin de remporter davantage de titres tout en les assurant de sa haute sollicitude et bienveillance. Nous reviendrons sur ce sacre au cours de cette édition. Et à présent, le rappel de l'activité royale qui a marqué la semaine que nous quittons hier au Palais Royal de Rabat. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, a reçu les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l'administration territoriale et centrale. Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafil Ftit, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed Al-Alawi. L'Observatoire national des droits de l'enfant célèbre 3 décennies d'action en faveur de la protection de l'enfance. La cérémonie de célébration du 30e anniversaire de l'Observatoire a été présidée aujourd'hui à Rabat par son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'ONDE. Son Altesse Royale a en cette même occasion présidé la cérémonie de signature de 3 conventions stratégiques avec à la clé une série d'actions concrètes et adaptées aux défis contemporains. Khadija Jamali, Mahdish Taibi, Samir Barka, Abdelali Ayad avec Iman Ablou, Jihad Libri et Mohamed Nateqa. Une célébration en grande pompe, l'illustration d'un engagement infaillible au service de l'enfance. La célébration du 30e anniversaire de l'Observatoire national des droits de l'enfant que préside son Altesse Royale la princesse Lalla Meriem traduit l'intérêt particulier qu'accorde Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la question de l'enfance et sa volonté permanente d'imprimer une forte impulsion à l'action dédiée à la protection de cette catégorie de la société et à l'amélioration de sa situation. Au début de cette cérémonie, son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a assisté à un spectacle de danse contemporaine intitulé « Combat de l'ONDE pour les droits de l'enfant »,
interprété par de jeunes artistes qui ont exprimé avec intensité et émotion les combats menés depuis 3 décennies par le royaume en faveur de l'enfance. Par la suite, Son Altesse Royale a suivi des capsules audiovisuelles mettant en lumière l'engagement constant de Sa Majesté le Roi depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres en faveur du bien-être et du plein épanouissement social et culturel de l'enfant, l'importance accordée par l'ONDE à la protection et à la promotion des droits des enfants ainsi qu'à la préservation de la santé mentale de l'enfant, outre la digitalisation de l'ONDE, notamment le rôle moteur de l'Observatoire dans l'innovation au service de la protection de l'enfance. L'Observatoire national des droits de l'enfant jouit d'un parcours exemplaire pour la promotion des droits de l'enfant et dans la mise en œuvre des conventions des droits de l'enfant que le Maroc a ratifiées. Depuis sa création, l'Observatoire, sous la présidence de Son Altesse Royale, la princesse El Amrim, a lancé plusieurs chantiers. Son Altesse Royale veille personnellement sur les actions de l'Observatoire avec ses orientations, son encadrement direct et son suivi permanent. Grâce à Son Altesse Royale, plusieurs questions liées à l'enfance ont été mises en avant, aidées en cela par un travail de sensibilisation à grande échelle. Nous célébrons les 30 ans de l'Observatoire national des droits de l'enfant, acteur incontournable dans la promotion de la condition des enfants. Plusieurs progrès ont été réalisés. En tant qu'enfants parlementaires, nous avons un rôle important pour faire entendre la voix des enfants aux décideurs, en vue de contribuer ensemble au développement de notre cher pays. ياخذوا الصوت ديالنا ونساهموا كاملين في تطوير بلدنا المغرب العزيز. حققنا نتائج يعني اللي كتخص الطفوله ولكن كيف ما تحققوا بزاف ديال النتائج. Nous avons atteint des résultats hautement positifs, mais nous avons encore beaucoup à faire pour relever les défis qui se posent, notamment sur le plan social et éducatif. Nous essayons d'être des acteurs efficaces au service de la cause des enfants. Tout ce qui a été réalisé, on le doit à l'engagement constant de Son Altesse Royale, la princesse El Amrim, qui nous donne l'opportunité de faire entendre nos voix. À cette occasion, Son Altesse Royale a présidé la cérémonie de signature de 3 conventions stratégiques. La première convention est signée avec le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille. La deuxième convention est signée avec le ministère de l'Intérieur et la coordination nationale de l'INDH. La troisième convention est conclue avec l'Institut supérieur de la magistrature. Son Altesse Royale, la princesse El Amrim, a ensuite remis 3 trophées honorifiques à des personnalités ayant marqué de leur engagement le parcours de l'ONDE. Il s'agit de Nadia Ftah, ministre de l'économie et des finances, de Moulay Ismail Alaoui, ancien ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas pu se présenter pour des raisons de santé, et pour Madame Amina Warid pour ses 35 années d'engagement et de dévouement au service de l'enfance. Par la suite, Son Altesse Royale a posé pour une photo souvenir avec les enfants présents. Cette cérémonie, organisée dans le cadre de la 17e édition du Congrès national des droits de l'enfant, s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités officielles, d'enfants parlementaires venus de toutes les régions du royaume, d'anciens membres du Parlement de l'enfant, ainsi que de partenaires institutionnels, associatifs et internationaux mobilisés pour la cause de l'enfance. Direction Quito, la capitale de l'Équateur, où s'est déroulée hier la cérémonie d'investiture du président équatorien Daniel Noboa. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, y a représenté Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné de l'ambassadeur du Maroc en Colombie, en Équateur, Farida Loudaya. Nassar Bourita a ensuite salué le président Noboa, auquel il a transmis les félicitations de Sa Majesté le Roi après sa réélection à la tête de son pays. Nassar Bourita a également été reçu en audience par le président équatorien.
L'occasion pour le diplomate marocain de souligner que l'Équateur s'engage à l'heure actuelle dans une nouvelle phase sous la direction du président Noboa. Nasser Bourita a par ailleurs tenu une séance de travail à Quito avec son homologue équatorienne Gabriela Sommerfeld. L'occasion pour le diplomate marocain de souligner que sa visite en Équateur constitue la première d'un ministre des Affaires étrangères du Maroc dans ce pays depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1988. Un moment historique pour les relations bilatérales, selon Nasser Bourita, qui a fait état de la signature sur instruction de Sa Majesté le Roi et du président Noboa d'une feuille de route pour développer une relation sud-sud entre deux pays géographiquement éloignés mais très proches sur de nombreuses questions. Autre temps fort de la visite de Nasser Bourita à Quito, l'annonce par la ministre équatorienne de l'ouverture prochaine d'une ambassade de son pays à Rabat, qui sera la première représentation diplomatique de l'Équateur au Maghreb. Une actualité diplomatique marquante dont nous ferons le décryptage tout de suite en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une nouvelle ère de coopération se profile entre Rabat et Quito. Une volonté commune affichée au plus haut sommet des deux États et clairement exprimée lors de l'audience accordée hier à Nasser Bourita par le nouveau président équatorien. Quel bilan dressez-vous de ce déplacement de Nasser Bourita ? Relation Maroc-Équateur, vous l'avez dit, mais également une mobilisation diplomatique intéressante d'autres pays sur laquelle je vais revenir. Alors c'est intéressant avec l'Équateur, donc notre ministre des Affaires étrangères a été reçu par le président équatorien, donc président Daniel Noboa. Il a eu droit à une audience. C'est un acte protocolaire et politique intéressant. À noter que l'Équateur, voici 8 mois, avait suspendu le 22 octobre, plus exactement 2024, avait suspendu sa reconnaissance de la prétendue RASD. Donc il y a là un climat et des actes et du concret. J'ajoute que au-delà de Maroc-Équateur, c'est une autre semaine diplomatique qui se prolonge avec d'autres actes. Lesquels par exemple, notre ministre des Affaires étrangères, évidemment, a reçu Madame Martulessia Ramirez, qui est l'ex-présidente qui est l'ex-présidente donc de Colombie et qui était auparavant ministre des Affaires étrangères. Elle est maintenant dans l'opposition. Son parti était dans l'opposition. C'était le 24 mai. C'était vendredi. Intéressant. Vendredi, il était là, le ministre des Affaires étrangères. Samedi, il était en Équateur. Donc il y a là une mobilisation. J'y ajoute qu'il y a une diplomatie partisane complémentaire à deux niveaux. La tournée que fait le secrétaire général du PPS, Nabil Abdallah, au Venezuela et à Cuba depuis le 22 mai jusqu'au 2 juin. Et donc, il s'agit de renouer des relations avec ces deux pays, ce parti ayant des relations cordiales avec des formations de ces deux partis que je viens de citer. Également, il faut rappeler qu'il y a 3 mois, c'était à la fin février, le président de la Chambre des représentants, Talbi Alami, avait effectué une visite donc à Mexico, où il avait représenté Sa Majesté le Roi à propos de son élection à la présidence, et il avait tenu une réunion avec le Parlement mexicain. Enfin, un autre point, c'est la visite que fait en même temps durant cette période, donc le premier secrétaire de l'USFP, Driss Leshgar, à Mexico. Et il a eu une rencontre d'ailleurs avec le président du Parti révolutionnaire institutionnel, M. Alejandro Moreno, qui est membre de l'Internationale socialiste. Donc ça facilite les contacts et donc voilà une mobilisation, une inflexion plus marquée de notre diplomatie, donc en direction de l'Amérique latine.
Et ce qui a fait également l'actualité diplomatique cette semaine, c'est la tenue à Rabat de la 5e réunion de l'Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États. 50 pays et organisations internationales ont pris part à cette rencontre tenue sous l'égide du Royaume en partenariat avec les Pays-Bas. Que retenir de cette assemblée à la lumière des récents développements que connaît la région ? C'est la 5e édition de cette alliance globale. Cette alliance globale est un cadre qui avait été décidé par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, septembre 2024. Le thème cette fois-ci, c'était l'évaluation du processus de paix au Proche-Orient avec la formule des 2 États. Il y avait plusieurs objectifs évidemment qui avaient été retenus. Le premier, c'est faire l'état des lieux et voir les efforts d'avancer ou pas du processus de paix. Également le soutien à la Palestine. Et puis il faut y ajouter les voies et les moyens d'édification d'une économie palestinienne avec l'interrogation centrale, quelle structure, quel État, comment renforcer. Il y a une plateforme qui a été arrêtée, plateforme qui comprend des projets, des initiatives et des réalisations. Et c'est une plateforme qui s'inscrit dans une perspective de paix durable avec des recommandations concrètes pour soutenir les efforts diplomatiques qui sont faits par ailleurs et par les membres de l'Alliance et dans le cadre d'autres instances. Les conclusions de cette alliance vont être présentées à la conférence de haut niveau qui se tient aux Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, du 18 au 20 juin prochain, parrainé par la France et par l'Arabie Saoudite. Un mot sur la position marocaine telle qu'elle a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères. C'est une position constante. Le soutien, évidemment, à la formule des 2 États comme seule option, personne ne perd. C'est également une formule qui permet la garantie de la liberté, qui garantit la dignité aux Palestiniens, la sécurité aux Israéliens et qui est de nature à assurer la stabilité à toute la région. On va noter que également le ministre des Affaires étrangères fait référence au rôle joué par le Maroc, par Sa Majesté le Roi à la tête du comité Al-Quds. Et il a précisé à cet égard que la position constante de solidarité à l'endroit du peuple palestinien est une position constante du précédent règne de Sa Majesté Hassan II, du règne de Sa Majesté Mohamed VI. Il y a donc là une continuité historique et le Maroc, sur ce plan-là, a des propositions, des idées à faire valoir, notamment lors de la conférence à l'ONU le 18 au 20 juin prochain. Et on enchaîne sur un tout autre registre, professeur. African Lion, l'exercice interarmé combiné organisé chaque année par les forces armées royales et les forces armées américaines, s'est achevé vendredi. Quel bilan peut-on tirer de ces opérations militaires conjointes et en quoi contribue-t-elle concrètement à la consolidation de la sécurité et de la stabilité de la région ? Le bilan, oui, mais peut-être l'historique. Comment a commencé cette formule de l'African Lion ? Elle a commencé, voici plus de 20 ans, en 2004, associant qui ? 2 pays seulement, les États-Unis et le Maroc. Et puis en 2010, elle a été élargie à des pays africains, européens et à des membres de l'OTAN. C'est une grande opération cette fois-ci, plus grande encore que les précédentes, et c'est un succès, il faut le dire. Il y a eu 10 000 soldats qui ont été mobilisés, venant de 50 pays, dont 7 membres de l'OTAN. Les objectifs sont connus. Pourquoi ces manœuvres-là ? Il y a des objectifs. Ça permet aux différentes armées de sortir des casernes donc, et d'aller sur le terrain avec un certain nombre d'objectifs communs, lesquels, le premier, c'est l'interopérabilité, donc entre les forces armées et les forces participantes. C'est en même temps une préparation opérationnelle à laquelle il faut ajouter une coopération stratégique. Dans le détail, il y a eu des exercices de commandement, il y a eu des manœuvres de terrain à tir réel, également des opérations aériennes, maritimes, spatiales et cybernétiques, sans oublier des exercices de décontamination nucléaire, radiologique, chimique et biologique. Il y a également, c'est intéressant, des missions d'assistance humanitaire, civile et humanitaire. Il y a eu 260 médecins américains et marocains en particulier qui ont fait des opérations donc de soins médicaux dans les différentes régions. C'est extrêmement intéressant. Les manœuvres ont eu lieu
où ils ont eu lieu à Agadir, à Tiznit, à Tantan, Ben Guerir, Netra et Tifnit. Tifnit qui est à 40 km au sud d'Agadir. Ce qui est nouveau pour ces manœuvres-là, c'est ceci, c'est le recours à une technologie avancée. C'est quoi? C'est un système de guerre électronique pour tester des capacités spéciales. Et c'est un dispositif de géolocalisation électromagnétique pour avoir des renseignements. Donc, vous voyez, d'année en année, ça avance, et ça avance qualitativement, et ça avance au plan opérationnel également. Je remercie professeur Moustapha Sami pour tous ces éclairages. Merci à vous. Retour à notre page footballistique. Nous le disions au début de ce journal, la Renaissance sportive de Berkane a donc décroché à Zanzibar la Coupe de la Confédération africaine de football en tenant en échec le Simba SC lors de la finale retour 1-1 après avoir remporté le match aller 2-0. Les Berkani ont su gérer la pression exercée par une équipe tanzanienne agressive dès les premières minutes, tout en se procurant plusieurs occasions franches. La Renaissance sportive de Berkane a intelligemment géré ces changements pour maintenir l'équilibre et maîtriser le rythme du match. Dans les arrêts de jeu, les hommes de Mouin Chabani ont scellé leur sacre avec un but égalisateur signé Soumaïla Sidibé. Avec ce nul, la Renaissance sportive de Berkane confirme son statut de référence continentale et inscrit une nouvelle ligne à son palmarès africain dans la continuité des titres remportés en 2020 et en 2022. Une brillante prestation qui consacre la victoire des Berkani à domicile, vainqueur en finale aller sur 2-0. Je vous laisse avec quelques réactions. Merci à tout le peuple marocain qui nous ont soutenus. Et voilà, aujourd'hui, on ne jouait pas pour Nada Berkane, on jouait pour tout un peuple et pour honorer le football marocain. Ça fait notre troisième trophée et pour la Coupe de la Confédération. Je dis bravo à tous mes coéquipiers, au staff, à tout le monde. On est si fiers. Nous sommes très contents de gagner cette coupe. C'est le résultat d'un travail ardu et sérieux. Nous n'avons pas démérité. Quel bonheur de remporter ce trophée. C'est l'une des filières les plus exportatrices du secteur agroalimentaire du royaume. La tomate est à l'honneur à Agadir, cœur névralgique de la filière. La capitale du Souss accueille la Tomato Morocco Conference, un événement qui réunit producteurs, industriels et exportateurs autour des solutions d'agriculture durable et intelligente pour assurer la pérennité de la filière. Écoutons à ce propos la déclaration de Siham Zahidi, organisatrice de l'événement, et au micro de Abdelghani Tarawi. Cet événement rassemble plus de 600 participants venus de 20 pays différents avec la participation de 200 participants étrangers. Une participation massive de la gente féminine qui est très impliquée dans le secteur agricole marocain et notamment dans la région du Souss Massa. Cette rencontre permet aux producteurs de la région et aux producteurs de tomates en particulier de se rencontrer, de tisser des liens et de sortir avec des recommandations par rapport au secteur de la tomate qui est très important pour l'économie du pays. Nous avons invité des experts de renom et des experts qui sont aussi bien de pays étrangers que des experts locaux. Et nous avons travaillé sur des problématiques diverses comme les problématiques commerciales, aussi bien que des problématiques techniques. Direction Bruxelles, plus précisément, le Cercle Royal Gaulois où a eu lieu une soirée d'exception organisée par l'Association des Amis du Maroc à l'occasion de son dîner annuel. Ce rendez-vous prestigieux a été marqué par une belle consécration du conseiller de Sa Majesté le Roi, Monsieur André Azoulay, pour son action remarquable en faveur du dialogue interculturel, de la paix et du vivre ensemble. Une œuvre de vie et un engagement inlassable pour la paix, largement salué lors de ce grand rendez-vous diplomatique bruxellois. Hassan Bourouti et Zakaria Moukimbila.
C'est le parcours d'une personnalité marocaine qui s'est déployée depuis toujours en faveur du dialogue entre les cultures. À travers son engagement et son action inlassable, André Azoulay n'a cessé de rappeler le consensus marocain qui a l'avantage de se construire de la légitimité et de la richesse de ses diversités. À Bruxelles, un vibrant hommage est rendu à André Azoulay pour son action au profit de la paix et de la tolérance. Il y a eu cette vérité, à la fois dans l'expression et cette atmosphère qui a permis de parler vrai et pour ce qui me concerne en tout cas, de partager mon Maroc. Celui qui n'est pas toujours nécessairement à la une. Je pense qu'il nous a délivré un message, je dirais, lucide, inspirant. C'était pas du politiquement fade ou correct, c'était bien relever quels sont les enjeux du monde dans lequel on vit et de dire combien la Belgique, mais surtout le Maroc est en capacité de relever les défis. Un vibrant hommage rendu par l'ambassade du Maroc en Belgique et au Luxembourg et l'association Les Amis du Maroc. Cette association qui a su faire de ses actions un appui à la communauté belgo-marocaine. Le discours du conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Azoulay, est certainement une étape importante dans le renforcement de nos relations. Nous avons beaucoup de choses à partager entre nos deux royaumes, justement. Ces diversités assumées et heureuses. Je crois que le message essentiel, c'est celui que son Excellence Azoulay a pu délivrer. Le Maroc est une terre qui cultive la pluralité. La pluralité des cultures, la pluralité des langues, la pluralité des religions, la pluralité aussi des orientations économiques et sociales. À travers cet événement, c'est le leadership lucide des responsables du royaume qui est à l'honneur. Un leadership singulier qui a su résister aux tentations du déni de l'autre et de la fracture culturelle pour proposer un consensus marocain. Un consensus qui fait la dynamique diplomatique, économique, culturelle et sociale du royaume. Le mercure grimpe sous nos cieux. Prévoyez dès mardi une vague de chaleur généralisée sur les 2 tiers du pays, avec des températures aussi entre 38 et 42 degrés à Chichaoua, Marrakech, Rhamna et Khmisset. Conditions identiques attendues à Youssoufia, Blimlel, Frebn Salah. Un temps chaud qui s'installera jusqu'au vendredi du côté d'Aousserd, Ouaddahab, Assazak, Smara, Tata et Taroudin, puis également aux alentours de Sidi Qassem, Sidi Slimane, Stat, Khlat Srarna. Un avant-goût estival qui annonce la floraison des champs de coquelicots. Ces fleurs rouges éclatantes illuminent aujourd'hui les vergers du Moyen Atlas. Après une absence due à une longue période de stress hydrique, la voilà de retour, fleurs de printemps. Le coquelicot embellit aujourd'hui nos campagnes, une espèce qui attire abeilles, bourdons et papillons et qui est utilisée également depuis des siècles pour ses nombreuses vertus thérapeutiques. Ahmed Fadili, Zakaria Mokimbillah. Leurs pétales rouge-pourpre se balancent doucement au contact de la brise. Fièrement debout sur leurs tiges, les coquelicots annoncent une saison de printemps exceptionnelle sur les champs de la commune rurale Tigrigra, province d'Ifrane. Profitant de leur passage sur le lieu, les visiteurs ne manquent pas de faire une halte pour immortaliser ce tableau pittoresque. Cela fait 20 ou 24 ans que nous n'avons pas vu un tel paysage de coquelicots. La couleur rouge s'étend à longueur de vue. C'est une vraie bénédiction. C'est le cas aussi dans de nombreux champs de céréales, d'haricots ou de petits pois, où les plantes sont en pleine croissance. Quand les terres sont, si vous voulez, en jachère, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas cultivées, ça lui donne une force de se développer facilement. Et également, il a un avantage, c'est que il est utilisé comme somnifère, il est utilisé également comme un apaisant, comme un antalgique. L'éclosion des coquelicots est une véritable aubaine, aussi bien pour les visiteurs que pour les agriculteurs. Affiliés à une coopérative de valorisation des plantes aromatiques et médicinales, ces femmes s'activent à la cueillette de la fleur, une récolte qui sera par la suite traitée, conditionnée et distillée. La coopérative fait la valorisation des plantes aromatiques et médicinales. On fait la collecte de la coquelicot et puis on fait le triage. Après, on fait de la distillation parce qu'il joue un rôle très important dans la santé.
Utilisé en phytothérapie pour traiter un vaste éventail de douleurs, le coquelicot est réputé pour ses propriétés apaisantes et relaxantes. Derrière son grand retour sur les champs, les dernières précipitations qui avaient arrosé la région. Musique sacrée pour clôturer cette édition et Cap sur Fès qui a résonné la nuit d'hier au rythme de sonorités africaines. Portée par des artistes du Ghana, du Mali et du Maroc. La soirée de clôture du festival de Fès des musiques sacrées du monde a offert hier un spectacle éblouissant, empreint de magie et d'émotion. Bab el Makina s'est transformé pour l'occasion en un véritable sanctuaire de communion musicale et spirituelle. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.